Question d'islam par Al-Benchir. Aujourd'hui, nous parlons, parce que nous n'allons pas éluder le sujet, de abaya et de qamis. Il n'est peut-être pas conforme à cette émission de parler de vêtements, mais il se trouve que ces deux arabismes, nous verrons s'ils le sont ou pas, ont défrayé la chronique et, comme de coutume, nous ne voulons pas aborder ces sujets dans le vacarme tumultueux, mais laisser place à la froideur d'esprit. Et c'est avec Simon Pierre que j'aborde ce sujet et que je remercie. Merci, cher Simon Pierre, de nous faire l'amitié de venir parler de ces vêtements, de la abaya, du qamis. Nous verrons tout au long de l'émission un peu leur histoire, leur proto-histoire. Vous-même êtes historien, docteur en histoire et spécialiste de l'islam médiéval. Vous m'avez dit juste avant l'émission que c'est l'islam avec la majuscule qui renvoie à la civilisation. Et vous vous êtes intéressé, après j'ai dit le vacarme tumultueux, mais c'était plus qu'un vacarme, à mener une étude sur ces deux vêtements. Comment étiez-vous intéressé à cela? Et finalement, moi j'ai lu votre article et il est passionnant. Et encore une fois, et au nom de tous nos amis auditeurs, je vous exprime notre gratitude de venir partager avec nous le fruit de vos connaissances. Alors, à vrai dire, le sujet des vêtements en général en islam médiéval ou au Moyen-Âge, c'est pas du tout mon sujet de recherche initial. Et j'avais tenté de faire la sourde oreille et d'essayer d'éviter d'entendre parler même de ce sujet, de ce débat, jusqu'au moment où le ministre a repris à son compte ce discours et a décidé qu'il était important de l'interdire dans les écoles. Et donc, j'ai eu mon réflexe d'historien arabisant, modestement arabisant, et je me suis souvenu de ce que nous disait mon prof d'arabe quand j'étais en master, il y a très longues années. Il nous disait, pour les vêtements, il faut regarder le dosi. Donc, le dosi, c'est-à-dire cet orientalisme, puisque pour son époque, on parlait encore d'orientalisme et non pas d'islamologie, cet orientaliste néerlandais, Reinhard Peter Dozy, qui en 1845 a composé le dictionnaire des vêtements détaillés arabes, pas musulmans ou islamiques, ce sont plutôt des vêtements arabes. Complètement, et la tonalité du dictionnaire n'est pas du tout l'islamologie, précisément, c'est vraiment... Il réunit dans son dictionnaire énormément de témoignages d'explorateurs, en fait, entre le XVIe et son temps, le début du XIXe siècle. Et donc, dans leur description, dans leur récit de voyage, on a effectivement une foule de renseignements, mais il est effectivement, bien entendu, arabisant, et il lit un certain nombre de sources médiévales, mais surtout modernes. Il se réfère beaucoup aux Mille et une nuits. Je vous laisserai développer tout cela. Ce que je voulais dire d'emblée, comme ça la tonalité de l'émission sera connue, c'est d'abord tout le débat sur vêtements religieux, non religieux, y a-t-il une valeur sacrée, sacrale à ces deux vêtements? Ce que nous ne comprenons pas d'une manière générale, ou ces vêtements sont religieux par destination, par intention, par essence, auquel cas ils tombent sous le coup de la loi du 15 mars 2004 et on les interdit de fait parce qu'il faut appliquer la loi sans barguigner, ou ils ne le sont pas, mais l'école n'est pas non plus le lieu du folklore. On vient avec une tenue exigée, adaptée, et ce n'est pas la peine de se noyer dans un verre d'eau. Je pense que l'importance et l'idée de sacralité des vêtements est profondément chrétienne et particulièrement catholique romaine. Et que donc, c'est normal que les Occidentaux projettent en fait sur les autres cette idée et que dans un monde occidentalisé, les gens finissent par reproduire chez eux cette idée de sacralisation d'un certain type de vêtements. Donc, on est là-dedans. Et en faisant la recherche sur l'origine du mot latin, je me suis rendu compte qu'il était en partie, chez Isidore de Séville, dans la liste des vêtements sacerdotaux. Pas la camicia en tant que telle,
mais il dit ce qu'on appelle vulgairement la chamissia correspond à tel type de vêtements, mais il y en a une liste, des dizaines et des dizaines de termes techniques qui dit les vêtements sacerdotaux dans la loi. Donc c'est quelque chose qui est fondamental, qui est extrêmement important pour les latins, et Isidore de Séville est un exact contemporain du prophète de l'islam. Oui, 660 ou 70, qui serait la date admise pour la naissance du prophète de l'islam, et il serait mort 3 ans plus tard, après sa mort, donc en 636. Et donc il est l'exact contemporain du prophète, et lui il donne en quelque sorte une notion de vêtements canonisés ou consacrés, ou religieux, ce qui n'est pas le cas en réalité du côté de l'islam naissant. A priori, même de manière générale, effectivement, dans l'islam, il n'y a pas comme il n'y a pas l'idée de clergé, il n'y a pas l'idée d'un costume qui définisse le clergé. Y compris avec ces histoires de voile. Exactement. Le voile est une projection à nouveau occidentale de l'idée du voile de la nonne. Et donc effectivement, c'est toute une problématique de chercher à ancrer dans la sphère religieuse ou de spécifier qu'on est dans la sphère religieuse à partir d'un certain type de vêtements. Alors vous avez dit camissa d'emblée. Moi je voulais vous ramener petit à petit à l'étymologie des mots. Certes, l'étymologie seule ne suffit pas et c'est l'usage qui consacre le sens. Mais vous avez commencé par camis, je voulais parler d'abaya, mais on laissera ça après. Le camis, c'est in fine, n'est pas un arabisme, c'est plutôt la chemise. Exactement, et c'est ça qui est frappant dans le Dosi, c'est la première phrase en fait du Dosi consacrée à camis. Il dit les orientaux, alors j'ai plus en tête exactement le texte, mais les orientaux portent la chemise à l'extérieur du caleçon, contrairement aux occidentaux qui ont coutume, donc on est bien dans une relativité complète des coutumes, qui portent leur chemise à l'extérieur. Et c'est à l'intérieur, pardon. Et c'est la même chemise. Et oui, il ne définit pas camis. Pour lui, c'est évident que camis, ça veut dire chemise. Il se pose même pas la question. Pour lui, l'étymologie latine est évidente. Le mot camis est dans le Coran. Oui. Surtout dans la sourate 12, celle de Joseph, et tout particulièrement, mais pas uniquement, le passage qui parle de l'épouse de Potiphar qui le prend, si c'est par derrière, si elle a déchiré sa tunique, parce que les traducteurs disent tunique, mais en réalité c'est camis, c'est chemise, c'est que Joseph est innocent dans cette affaire de vouloir séduire la femme, qui n'est pas citée dans le Coran, mais c'est Zoleïcha, on dit qu'elle s'appelle comme ça. Là, le mot est cité nommément dans le Coran, le mot camis, donc la chemise, en gros, qu'on traduit par tunique. Alors complètement, et Reinhard Dosi le note, il dit, si je ne me trompe, c'est le seul mot renvoyant à un vêtement dans le Coran. Et c'est frappant, puisque, étant donné qu'il a fait le dictionnaire, il avait évidemment vérifié dans le Coran, et donc ça le frappe. Et il ajoute, ce qui peut évidemment poser des questions dans tous les sens sur la signification de camis pour les premiers musulmans, dans le sens plutôt 2 ou 3 siècles après les débuts de l'islam, c'est qu'effectivement, il y a énormément de récits qui rapportent aux prophètes, mais en réalité, pas que aux prophètes. Dès qu'on regarde un petit peu dans les sources médiévales, d'époque abbasside, effectivement, toute la population du 7e siècle portait le camis, et bien au-delà de l'Arabie ou du Proche-Orient, puisqu'on est vraiment dans une espèce de tunique universelle portée à l'époque. Mais c'est vrai que quand on regarde le propos dans le Coran, camis n'est jamais mentionné dans toutes les autres sourates, a fortiori puisqu'il n'y a pas d'autres mentions de vêtements, mais dans la sourate de Joseph, et effectivement, et à 3 reprises. Et c'est très intéressant, puisque quand on se penche vraiment sur la sourate, ça scande la sourate en 3 parties. Il y a 3 moments où la tunique ou la chemise de Joseph est mentionnée. Une première mention où le terme est central déjà dans la version biblique et qui se réfère donc à la racine KTN, qui est la racine du lin, qui est vraiment le terme de base qui va donner tan en arabe. Et là donc c'est la tunique que les frères de Joseph rapportent à leur père Jacob en lui disant « Regarde, il a été mangé par les loups, la preuve, sa tunique est avec du sang d'agneau. » Il y a la deuxième, donc c'est comme une gimmick qui revient à chaque fois. Il y a donc le deuxième tunique de Joseph, à nouveau, donc dans le Coran on va dire camis, alors que, j'ai vérifié dans la Bible, c'est un terme complètement banal pour dire vêtement. Donc c'est pas du tout dans l'esprit des rédacteurs de l'époque de la Bible, mais c'est dans l'esprit de la rédaction de cette sourate Joseph. Donc on revient sur le camis, et à nouveau donc le camis qu'arrache effectivement la femme de Potiphar, pour faire croire que c'est lui qui a essayé de la violenter. Et ça recommence dans la troisième... Ou de la séduire. Oui. Et ça recommence à la fin de l'histoire, et cette fois-ci, ça n'est pas dans la Bible,
et on retrouve Qamis, et il n'y a rien dans la Bible qui dit ça, et on dit donc déposez-le sur ses yeux. Enfin, la formulation est très complexe, et d'ailleurs, moi je suis pas du tout spécialiste du Coran, mais je pense qu'il faudrait revoir la traduction et retravailler cette histoire, où effectivement c'est en lien avec la vue de Jacob, à 2 reprises, à la fin, et l'interprétation, c'est que Jacob, effectivement, aurait été aveugle, ce qui n'est pas clairement expliqué par le Coran, mais ce qui est dans l'exégèse. Il aurait été aveugle par les pleurs et il recouvrera sa vue au fait d'avoir mis cette tunique, cette chemise sur ses yeux et le fait d'avoir senti l'odeur de son fils. Mais bon, ça c'est un peu une exégèse tardive. C'est comme ça qu'on dit qu'il y a eu ce miracle où Jacob a recouvré sa vue. En revanche, ce que je trouve vraiment intéressant avec Qamis, et dans l'article initialement, j'avais trouvé Qamis inintéressant précisément parce que c'était simplement une chemise et d'en faire un vêtement religieux n'avait pas beaucoup de sens. Et l'histoire de Abaya m'intéressait plus. Mais là, vraiment, en creusant la chose et en regardant justement l'origine latine de ce mot qui est du latin vulgaire, qui est un latin tardif, qui est probablement ancien, mais qui n'est que tardivement écrit, il apparaît avec Saint Jérôme. Et Saint Jérôme, donc qui est écrit à la fin du IVe au début du Ve siècle, il explique un certain nombre d'éléments et il explique justement le concept de Camicia qu'il associe aux légionnaires romains. Donc à nouveau, c'est vraiment un terme banal pour lui, de latin vulgaire, mais il le met juste après une interprétation qu'il fait précisément sur ce terme-là, katanat, de la première partie de l'histoire de Joseph, de la tunique de Joseph prétendument mangée par les loups. Et elle est associée dans la même phrase, pratiquement. C'est-à-dire que c'est une ligne, et une ligne plus loin, il parle de la camicia. Alors, vous nous dites que l'étymologie d'un latin tardif, enfin ça apparaît tardivement, camisa, va passer à travers j'imagine, le grec, et on le retrouve dans le syriaque. Camisat avec un T, et c'est ça qui donnera camis arabe, qui redonnera chemise. Alors, les étymologistes se sont longtemps discuté précisément du fait que camicia n'est pas un terme latin classique, que c'est un terme de latin vulgaire qui n'émerge que tardivement, comme je vous dis, Saint Jérôme à la fin de l'Antiquité, mais en fait plutôt dans l'Antiquité tardive avec Isidore de Séville qui est le premier à en proposer une étymologie avec kama, lui il l'associe à la chemise de nuit, kama c'est la chambre, étymologie probablement fantaisiste, mais comme toutes les autres pratiquement d'Isidore de Séville, mais malgré tout c'est extrêmement intéressant. Et après on le retrouve au 8e, 9e siècle, c'est un terme qui après fait sa vie dans le latin médiéval et dans les langues romanes, camisa, la chemise, etc. Il me semble que les étymologistes semblent se mettre d'accord sur le fait que c'est d'une origine germanique. Et c'est comme ça qu'il aurait pénétré par les légions romaines le latin. Ensuite, une bonne partie du latin administratif ou pas, d'autant plus si c'est une coutume générale, si tout le monde portait cette tunique plus ou moins la même dans l'Antiquité tardive, au 5e, au 6e siècle, il pénètre évidemment la langue grecque au Moyen-Orient, on est dans l'Empire romain d'Orient, où une bonne partie de toute façon du vocabulaire administratif latin passe en grec, comme par exemple sigillum, qui va donner en arabe sigil, et c'est passé par le grec sigillion. Et donc ça ne passe pas nécessairement par le syriaque. C'est-à-dire que ça peut très bien, le syriaque peut très bien emprunter au grec proto-byzantin, et l'arabe emprunté au grec proto-byzantin à partir du même grec proto-byzantin. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de passer par le syriaque. D'autant plus qu'il y a d'autres formes d'araméisme ou de dialecte araméen ou de langue araméenne qui prospèrent en Arabie, l'arabe étant lui-même en grande partie influencé par les dialectes araméens de Transjordanie, du nabatéen, et notamment son écriture. L'écriture arabe dérive du nabatéen. Alors, Simon Pierre, il y a quelque chose qui m'avait intéressé et j'aimerais bien que vous le développiez davantage. C'est cette idée que, pour Dozy, si on revient à Reinhard Peter Dozy, la chemise ou la tunique était en gros une sorte de vêtement universel. Il mettra de côté ce que nous appellerons maintenant les Maghrébins. Et il remarque, il dit que cette tunique chez les Occidentaux, parlant de l'Europe occidentale, elle va être portée sous le caleçon, alors que chez les Orientaux, cette chemise sera portée sur le caleçon. Et nous constatons par la suite qu'elle va se raccourcir jusqu'à ce qu'elle devienne la chemise que nous connaissons maintenant. Et ailleurs, avec le temps, parce que lui c'est le milieu du 19e siècle, par la suite, cette chemise va se rallonger. Vous me suivez avec les pays du Golfe. Et donc en réalité c'est la même chose, mais qui vont avoir deux destinées inverses. L'une qui se raccourcit, l'autre qui se rallonge.
Oui, complètement. Et c'est lié à la façon de le porter, très probablement. Mais il est toujours intéressant, vous pouvez regarder sur Internet, ça se vend des chemises médiévales. Et donc, vous pouvez observer à quoi ressemble une chemise. Et ça ressemble davantage, en fait, à un sweatshirt ou un t-shirt, do shirt en anglais. En réalité, c'est ça une chemise. C'est pas nécessairement quelque chose qui a une boutonnière du haut en bas. Et donc, effectivement, ça ressemble plus au khamis. Et ce qu'au Maghreb, on appellerait plus une gandoura. Puisqu'effectivement, le khamis n'existe pas au Maghreb. D'ailleurs, entre parenthèses, toute cette polémique sur la abaya et le khamis posée sur l'immigration maghrébine, sur les descendants d'immigrés maghrébins, sur la culture maghrébine, outre d'être évidemment un élément en la confessionnalisant. En la confessionnalisant comme on le fait au quotidien, c'est-à-dire dès qu'on parle d'islam, on désigne les maghrébins, et l'islamophobie, c'est quand même essentiellement du racisme anti-maghrébin. Et là, on est complètement à côté de la plaque, c'est d'autant plus triste, effectivement. Mais bon, la gandoura correspond plus ou moins à ce qu'au Moyen-Orient on appellerait un khamis. Et effectivement, c'est plus ou moins le même vêtement qu'un shirt, dans le sens, effectivement, du 19e siècle, de l'époque de Dozy. Sauf que la gandoura, là on devient spécialiste, vous et moi, ce que je ne suis pas en tout cas des textiles et du vêtement, n'a pas de manches. En tout cas, si elle devait en avoir, ce sont des manches rudimentaires. Alors il me semble, mais c'est à nouveau de souvenir, parce que là, il me semble effectivement que la gandoura n'a pas les longues manches qu'a le khamis. On dit khamis, mais alors je parle sous votre contrôle là pour le coup. En réalité, une gandoura n'a pas de manches aussi longues. En tout cas, tout dépend. La gandoura tunisienne n'est pas la gandoura algérienne parce que c'est un peu la longueur des manches, un peu presque chauve-souris, si je puis dire. Mais tout ça, c'est pour dire, que c'est l'évolution des vêtements, d'une tunique, la chemise, qui finalement en arabe se prononce khamis, et qu'on considère comme un arabisme, mais en réalité il suffit simplement d'utiliser le mot français, sauf que c'est une chemise qui du coup est devenue longue par la standardisation d'un islam salafisé au Proche-Orient. L'impression phonétique du mot khamis par rapport à chemise, c'est moins évident en français que si on était par exemple espagnol, où on dit camisa. Mais précisément, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'en dialecte marocain, on utilise pour dire une chemise moderne, à l'occidental, on dit kamija. Et donc la déformation est identique en fait. Quand un locuteur d'une langue sémitique prononce le mot kamisa, intuitivement, il va mettre un kaf. Donc sur cet aspect-là de la déformation, elle est tout à fait naturelle dès lors qu'on en a l'habitude. Mais c'est sûr que pour une oreille française qui n'est pas habituée, le mot peut paraître complètement étranger, alors qu'il est effectivement transparent. Et il l'était pour Dozy. Pour revenir sur l'histoire des manches, la gandoura sans manches, effectivement, c'est aussi la question de la abaya qui était liée. On va y revenir. C'est intéressant parce que la abaya aussi est un vêtement initialement sans manches qui, au témoignage de Dozy, au 19e siècle, commence, dans certains contextes urbains, un peu bourgeois, à prendre des manches, précisément. Parce qu'à l'origine, la abaya était plutôt un vêtement rudimentaire et que les femmes de bonne extraction ne portaient pas. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, avec Simon Pierre, nous parlons de vêtements, et tout particulièrement justement avec ces deux vêtements qui continuent d'ailleurs à défrayer la chronique française, que sont le khamis et la abaya. Simon Pierre est historien, docteur en histoire et spécialiste de l'islam médiéval, de la civilisation islamique d'une manière générale. Là, Simon Pierre, vous vous référez essentiellement à l'œuvre de Dozy, celui qui a établi ce dictionnaire détaillé, lui-même ajoute détaillé des vêtements arabes. Et comme on l'a fait pour le khamis, la chemise, kamisa, faisons la même chose, si vous voulez bien, pour la abaya.
l'étymologie du mot renvoie à quoi? On dit, je vous soumets la question, que l'apparition du vêtement en tant que tel, même si c'est une tunique très rudimentaire, en Mésopotamie, date maintenant à 2000 ans avant Jésus-Christ, donc on est en gros à 4000 ans. Alors ça, j'ai pas vérifié. Effectivement, on aurait pu aller regarder dans le vocabulaire acadien, araméen ancien, hébreu, etc., hébraïque. Moi, je ne sais pas. En fait, mais l'apparition de la tenue, la tenue en tant que telle, peut-être aussi sur la représentation. Ça, je peux pas. J'ai pas fait cette recherche. Moi, tout ce qui m'a intéressé, plus que le Qamis initialement, même si finalement je vais changer d'avis, dans la abaya, c'est le fait que là, par contre, on est vraiment sur un terme d'origine syriaque. Ou d'origine araméenne, pour être plus précis. Mais du coup, on le trouve dans les dictionnaires syriaques. En fait, moi, ma recherche, c'est d'aller puiser dans les dictionnaires pour voir ce qu'on y trouve. Et effectivement, on a un certain nombre de termes comme arbaïta, qui est vraiment l'équivalent de aba'a, qui est le terme classique, plus que abaya, et qui, en fait, renvoie à une racine de ce qui est grossier. Et c'est tout l'intérêt du vêtement, puisqu'il est devenu aujourd'hui presque un vêtement de luxe, pour une histoire qu'on va devoir expliquer. Mais au départ, c'est quelque chose de grossier. C'est une simple couverture en laine, un peu cousue sur les côtés pour faire deux manches, enfin deux embryons de manches. Je ne sais plus comment Dozy le dit d'ailleurs. Et le terme araméen est très très explicite. C'est vraiment ce qui est grossier, avec deux sens en araméen qui dérivent. Le sens pour baïta, le vêtement grossier, la laine écrue, la laine grossière. Et puis de l'autre côté, le grossier personnage. Et la racine, donc, Abba en syro-araméen, en syriaque, n'existe pas en arabe. Mais on sait que, on peut savoir que ce mot avait toujours cette signification au début de la langue arabe, puisque dans les dictionnaires d'arabe, il existe toujours des mots isolés qui désignent un grossier personnage. Donc, la racine n'est pas connue, mais le mot occasionnellement émerge. Donc, on n'a aucun doute, cette fois-ci, sur une étymologie araméenne, ou en tout cas, voilà, nord-ouest sémitique. Il y aurait aussi ce sens de vouloir remplir ou couvrir avec le verbe simplement abba, mais ça devient plutôt dialectal et non pas de l'arabe classique. Pour la racine arabe, il m'a pas semblé qu'il y avait justement vraiment la abaya est isolée dans la racine arabe. Elle n'a pas de lien, alors qu'elle a un lien vraiment organique avec la racine araméenne. C'est alors ça que le haïb, c'est une sorte de charge, de poids et aussi de quelque chose qui vient un peu par-dessus. Mais ça, ce sont un peu les dérivés dans le champ sémantique du mot en tant que tel. Mais c'est la destinée de la, je sais pas si je peux dire tunique aussi pour abaya. Au départ, c'était masculin. Ou est-ce que c'était unisexe? Oui, complètement. De la même manière que qamis peut être dans certains dictionnaires, ou camisia peut être dans certains dictionnaires latins un vêtement de femme ou une chemise de nuit, enfin, vous voyez. De la même manière que abaya, Abba'a, ou il y a le ta marbuta ou pas, ça dépend, est plutôt un costume d'homme, et précisément la seule petite référence qu'on pourrait avoir à la religion en rapport à Abba'a, c'est les Ahl al-Abba'a, qui est une expression renvoyant à la famille du prophète. Les Ahl al-Bayt, c'est une expression probablement un peu chiite, et en fait ça se réfère aux hommes, évidemment, aux mâles de la famille de Muhammad. Mais ça n'interdit pas aux femmes de le porter. Il n'y a pas ce type de ségrégation vestimentaire. Les gens portent ce qu'ils veulent. Et le Dozy explique bien que c'est un vêtement standard pour tous les bédouins. C'est même une marque à laquelle on va reconnaître un bédouin. Oui, et qui parfois portent des abayas soit totalement noires, soit totalement blanches, et parfois bigarrées en noir et blanc, faites de coton ou de laine, et ça reste très grossier, comme d'ailleurs son étymologie l'indique. Oui, je pense que c'est un peu l'équivalent de la djellaba ou du bournous au Maghreb. Et ce qui sous-entend que la abaya n'est pas maghrébine, déjà. Alors, à nouveau, répétons-le, on est à nouveau, et de toute façon, Dozy est spécialiste du Moyen-Orient, il connaît très mal le Maghreb, donc oui, on est complètement dans un vocabulaire oriental. C'est vraiment, quand on parle des Bédouins, évidemment, c'est une catégorie qu'il faut définir, même si au niveau du mode de vie, ça peut correspondre à des nomades sahariens ou de l'Atlas, on parle pas de... Enfin, les Bédouins, ça désigne des Arabes orientaux. Bien. Et je vous pose aussi cette question, vous allez me dire que vous n'êtes pas spécialiste du vêtement, mais est-ce que la robe en bure
serait une forme de abaya ou pas Alors, c'est ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, ça correspond parfaitement à un des nombreux vêtements cléricaux sacerdotaux sacralisés par les latins, mais pas du tout au Moyen-Orient, dans le sens où, par contre, c'est effectivement le costume des clercs maronites. Ça, c'est ce que Dozy dit, à nouveau. Je me réfère à... Il le dit à partir des récits de voyage. Il donne même les citations des gens qui traversent la montagne libanaise et qui décrivent les clercs maronites. Et vous imaginez que les soufis ascètes, ceux qui ont renoncé aux vanités du siècle, portent une forme de abaya en robe, la fameuse robe rapiécée, la robe un peu qui n'est absolument pas luxueuse. Oui, complètement. Ça serait une forme de abaya. Complètement. Et Dozy lui-même est le témoin d'une évolution au 19e siècle où en fait la mode commence à apparaître. On a d'autres témoignages de cette époque-là. Il y a un autre Libanais, un Chidiark, qui décrit l'apparition de la mode en Occident. Alors ça, c'est vraiment très récent, le point de vue moyen-oriental sur l'arrivée de la mode en Occident, où il dit que ça enrichit beaucoup les marchands, mais beaucoup moins les ménages, et il décrit justement le fait que les Occidentaux s'habillent en noir et en blanc, jamais colorés, alors que les Orientaux adorent les couleurs, ce qui est contre-intuitif à nouveau, puisque le qamis et la abaya aujourd'hui sont noir et blanc. Sont monocolores. C'est quelque chose de très récent lorsque le souverain saoudien impose la abaya noire pour les femmes. Cette obligation est levée maintenant. Et le qamis en gros pour les hommes, mais c'est très contingent et très récent. Revenons encore à cette histoire de la abaya. Je pense que le qamis n'est pas du tout obligatoire. C'est simplement c'est un costume coutumier qui s'est standardisé dans une certaine coupe et tout le monde le porte. C'est assez naturel dans ces sociétés-là. Si on prend l'équivalent complètement à l'opposé dans le monde saharien, en Mauritanie, les gens portent tous le drap. Oui. Qui n'a aucune signification religieuse lui non plus, mais simplement c'est un uniforme, comme les Occidentaux portent tous le costume ou aujourd'hui le jean chemise, qui apparemment est l'uniforme obligatoire maintenant à l'école. Ce serait, ou il est, je ne sais pas en tout cas. Simon Pierre, j'ai compris ou j'ai cru comprendre que au départ, certaines filles ou femmes dissolues porter la abaya, qui était une marque qu'elles sont plutôt dissolues. Alors ça, c'est amusant parce que c'est un témoignage d'une personne qui m'a dit chez nous, c'est plutôt ça, la abaya, c'est plutôt... en tout cas, il y a cette connotation-là, effectivement, pour les femmes de petite vertu, d'utiliser en fait ce costume très pratique, en fait. Et il se trouve que le Dozy aussi, il en parle de ça pour l'Égypte, de souvenirs, mais j'ai pas du tout creusé cette question. Et d'ailleurs, c'est indépendamment, au-delà de l'appartenance confessionnelle, les femmes coptes, musulmanes, juives, d'Égypte. C'est très probable. À nouveau, il décrit ça comme un costume particulièrement bédouin, mais dans beaucoup de cas, il a des témoignages où c'est notamment, c'est peut-être à Bagdad, où c'est un costume universel de tous les Bagdadiens, hommes et femmes. Les femmes kurdes sunnites portent la abaya, les yézidis aussi, les chrétiennes aussi. Donc, à ce moment-là, on est fin 19e, parce que, Dozy, son dictionnaire, c'est 1845, mais après, les choses vont évoluer. Et c'est là ce qui nous intéresse, c'est comment ça s'est embrouillé, c'est devenu luxueux. Comment expliquez-vous cette tournure où la abaya, finalement, pour certaines, sont coupées chez les grands couturiers? C'est évidemment lié au fait que ça devient une sorte de costume. D'ailleurs, pour être précis, il me semble que le prince Ben Salman l'a précisé, le mot abaya n'a jamais figuré dans la loi saoudienne. Il y a des règles vestimentaires pudiques. D'ailleurs, le hijab ou le foulard ou le voile de cheveux, vraiment, ce sont pas le hijab. Le foulard n'est pas obligatoire en Arabie Saoudite, ce qui m'avait surpris quand j'y avais été. C'est une femme qui m'a expliqué, non, pas du tout. La seule chose qui est obligatoire, c'est la abaya. Donc, pour les Saoudiens, il était évident que c'était la abaya qui était obligatoire, mais dans le sens de cet uniforme de pudeur qui permet précisément aux femmes de sortir en réalité. C'est ce qu'on n'a pas forcément imaginé, ce qu'on peut imaginer. Mais si je prends à nouveau la comparaison avec le Maghreb, où les femmes portaient le haïk est un costume pesant qui est difficile à utiliser quand on va travailler. Parce qu'il faut bien le tenir par Il faut le tenir. Les femmes le tenaient par la bouche, souvent, avec les mains, avec la bouche. C'est une espèce de grande couverture.
Bon, quand dans les années 40, 50, 60, les femmes sortent au Maroc, c'est comme ça, elles mettent la djellaba de leur mari. Et après, donc, il y a des taux de couturiers qui maintenant, vous l'avez, la djellaba rose, c'est l'uniforme dans les quartiers populaires au Maroc. Mais au départ, c'est pas du tout un costume de femme. Et c'est la même histoire que pour la abaya. Et une djellaba, du coup, elle a des manches plus ou moins adaptées à la forme féminine et une capuche, ce que la abaya n'en a pas. C'est ça. Alors la particularité des costumes maghrébins en général, c'est la capuche. C'est vraiment le bournous, il a la capuche. En gros, le berbère, le maghrébin se reconnaît avec sa capuche. Faut revenir aux fondamentaux, Ibn Khaldoun. Oui, c'est un peu l'ajout. Ce n'est pas tout à fait notre sujet, non, mais pas du tout. Je ne résiste pas à le dire. Il y avait une joute entre un berbère et un arabe, et qui était l'arabe qui, avec beaucoup, peut-être même d'arrogance, disait à son interlocuteur berbère: nous vous avons apporté la civilisation, la religion vraie, la foi, de la lumière, etc. Et le berbère lui avait dit: oui, peut-être, mais nous vous avons apporté 3 choses. Il lui a dit lesquelles, et en arabe, il lui avait dit: halq al-ru'ous, libs al-bournous et akl al-couscous. Donc, je traduis pour nos amis auditeurs le fait qu'on se rase le crâne, le fait de manger le couscous et le fait de porter le burnous. J'ai fait étalage de... Complètement, mais j'aurais eu envie de sortir histoire. Le proverbe aussi, qui est attribué, mais peut-être faussement, à Ibn Khaldoun, il faudrait vérifier. Et donc, le burnous, la capuche, c'est finalement une forme de quoi? De abaya avec... c'est une cape. Le bournous, c'est plus une cape, effectivement, alors que la abaya est forcément fermée sur le devant, puisque c'est une couverture qu'on pose sur soi avec une échancrure au milieu. Vraiment comme un drap, en fait, le drap mauritanien, mais en épais, quoi, en laine épaisse. Mais là, la comparaison que je faisais avec la abaya, c'est ça, c'est dans le fait qu'un costume plutôt masculin peut devenir un costume de femme au moment où il est utilisé pour garantir la pudeur tout en permettant d'aller travailler. Et dans le Golfe, c'est pas tant les femmes de bonne famille originaires du Koweït, de Qatar, d'Arabie Saoudite qui vont travailler, mais il y a énormément d'immigrés qui arrivent. Et d'ailleurs, il faudrait vérifier cette information, mais dans le dosi, abaya, avec cette forme-là du mot, est une forme égyptienne. Donc, il ne serait pas impossible que ce soit d'abord l'immigration égyptienne qui impose cette idée, ce terme en fait générique. Oui. Simon-Pierre, je voulais vérifier avec vous une chose dont je ne suis pas sûr, mais on l'entend maintenant, c'est que le fait qu'à Oxford ou à Cambridge ou ailleurs, au moment où les lauréats reçoivent leur diplôme, quand ils réussissent leurs études, ils viennent en robe. Et ce serait, j'utilise le conditionnel par précaution, une survivance d'une pratique à l'université de Cordoue, qui elle-même n'a pas survécu, parce que celui qui reçoit l'ijaza étant la licence de pouvoir enseigner à son tour, devait le faire en étant investi par ses pairs, par ses professeurs, il devient leur père, et en portant une sorte de robe. Un peu comme aussi le disciple soufi reçoit l'investiture de la part de son maître, et c'est cette survivance qui est restée par transposition en quelque sorte. Alors je ne sais pas si on peut vérifier cette théorie. Ce qui me semble, c'est que tout simplement les gens, jusqu'à l'époque moderne, tardive et contemporaine, partout portaient des vêtements amples et des robes. Et même cette idée que d'ailleurs aujourd'hui défendue par des gens qui se prétendent traditionnalistes de vouloir imposer la robe pour les femmes et en gros le pantalon en coupe jean pour les hommes n'a rien à voir avec la tradition, pas même européenne. La particularité, et ce que je pense plus intéressant, et peut-être ce qui pourrait expliquer pourquoi il peut y avoir des abcès de fixation dans un sens comme dans l'autre sur certains types de vêtements, comme qamis, abaya, c'est le fait qu'ils sont plus amples. Et effectivement, la particularité, il me semble, moi, une chose importante, intéressante, c'est que, effectivement, chez les musulmans, et c'est ce qui peut expliquer cette idée de la chemise au-dessus du pantalon, c'est qu'on n'est pas censé mettre de ceinture. Et ça, c'est frappant. Si vous regardez la différence entre une djellaba et l'équivalent que va porter un espagnol au même moment, ou un moine franciscain, c'est la ceinture. Et le fait est qu'on trouve ça dans les législations des débuts de l'islam. À l'envers, dans le sens où on va interdire aux non-musulmans d'imiter les musulmans en enlevant leur ceinture. Et donc on leur dit, vous devez, il y a une prescription légale qui se développe probablement à la fin du 8e siècle, c'est pas du tout d'époque coranique, d'obliger les non-musulmans à porter la ceinture.
Ce qui suppose que les musulmans se sont imposés comme règle de ne pas emporter, ce qui devait être la coutume dans les territoires désertiques de l'Arabie, mais qui n'était pas forcément très pratique quand on vivait en ville dans un atelier. Mais on a gardé cette coutume. Et ça, je l'étends. C'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment des questions de fond sur les débuts de l'islam. Il semble que quand les conquérants arabes arrivent, ils ont développé un code, en fait, notamment vestimentaire, mais pas seulement, bien entendu, qui visait à conserver un certain nombre d'habitudes culturelles ou d'habitudes de modestie liées à leur environnement de départ pour ne pas s'assimiler aux populations ou se fondre dans la masse du monde civilisé des empires centraux qui dominent culturellement. Et c'est ce qui fait que la conquête islamique, peut-être, a cette particularité, c'est qu'elle crée la civilisation islamique, alors que tous les autres conquérants, à l'exception des Grecs macédoniens, donc de la civilisation hellénistique, se fondent dans la civilisation présente. Alors, les Mongols, avec toute l'énergie qu'ils ont mis, avec toute l'énergie que Gengis Khan, théoriquement, a mis à créer un code pour que les Mongols jamais n'abjurent leur religion, jamais ne se... Eh ben, ça n'a pas fonctionné. Les 3/4 des Mongols sont devenus musulmans. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et nous parlons aujourd'hui de vêtements. Qamis, abaya, qamis, je ne devrais pas dire qamis, je devrais dire tout simplement chemise. Nous avons vu avec Simon Pierre l'étymologie du mot et qamis n'est rien d'autre que camisa espagnol remontant au latin, camisa et le syrien camista. Simon Pierre est docteur en histoire, spécialiste de l'islam médiéval, fin connaisseur de la civilisation islamique. Et pour cette dernière partie, si vous voulez bien, Simon Pierre, parlons maintenant de la portée religieuse ou pas de la abaya et du qamis. Qu'est-ce que c'est que cette idée de un vêtement religieux par destination ? Alors, en dehors du fait qu'effectivement, on peut quand même s'interroger sur la capacité d'un État laïque, dont des fonctionnaires d'un État laïque, à définir ce qui est religieux, mais je pense que c'est un autre débat. Je vais essayer de me concentrer sur qu'est-ce qui peut faire que les musulmans pensent que tel ou tel type de vêtement pourrait être un vêtement religieux, outre le fait qu'évidemment, l'idée d'avoir un champ du religieux spécifique vient de l'idée sacerdotale dont on a déjà parlé. On pourra en parler pour, par exemple, les symboles. Seuls les chrétiens ont un symbole qui est la croix, mais toutes les autres religions se sont senties obligées d'en inventer un, comme par exemple le croissant. Ou du moins, on leur avait imposé ou plaqué ou projeté l'idée du symbole. Le croissant n'est pas un symbole islamique, il est plutôt ottoman. Exactement. Le croissant, c'est frappant et c'est que, en fait, c'est lié à l'histoire de la Croix-Rouge. C'est pas très connu, mais c'est quand ils ont fait la Croix-Rouge, ils n'ont pas pensé à l'Empire ottoman, évidemment. Ils étaient entre puissances chrétiennes, ils se sont dit la croix c'est un symbole qui est unificateur. Ça marchait pas dans l'Empire ottoman, c'était pas unificateur du tout, c'était le symbole des rebelles grecs. Donc comment ils allaient faire Eh ben ils ont proposé aux Ottomans qu'est-ce que vous voulez mettre comme symbole. Et les Ottomans ont proposé un croissant, mais ils ont proposé un lion. Les Qajars en Iran ont proposé un lion et les Thaïlandais ont proposé un soleil, il me semble, ou peut-être que j'inverse. Et puis, dans la vlexologie, le vert n'est pas nécessairement la couleur de l'islam ou du prophète, parce qu'à l'époque, chez en tout cas les chiites, c'est plutôt le noir. Et on le voit avec l'instauration de la dynastie abbasside, dans ses débuts, c'était plutôt le noir. Alors oui, sur l'histoire des couleurs, je suis pas du tout calé, je sais pas d'où vient cette idée que le vert est une couleur de l'islam. Il faudrait creuser. Bon. Mais par contre, sur la tonalité religieuse, c'est un peu dans le lien de ce que je proposais, ce que j'avançais un petit peu sur ces questions de distinction des débuts de l'islam, que initialement les Arabes conquérants édictent un certain nombre de règles pour se distinguer des populations dominantes culturellement du Moyen-Orient, et notamment des règles de modestie, mais des règles qui peuvent avoir à voir avec la religion plus ou moins directement. Par exemple, nous, on mangera dans de la vaisselle de terre, et ça, c'est un code culturel que tous les musulmans partagent.
On peut parler par exemple, des protocoles dans les lettres, où il y a toute une discussion au début de l'islam sur les protocoles dans les lettres. Dans le monde des empires centraux, très hiérarchisés, très civilisés, c'est toujours le supérieur qui commence dans son protocole en disant « je t'écris ». Et quand vous êtes l'inférieur, vous commencez « à toi j'écris ». Justement, les arabo-musulmans disent que dans leur système modeste et plus égalitaire des coutumes de la péninsule arabique, justement, on ne fait pas comme ça. C'est toujours l'émetteur qui dit « je », et enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et on peut avoir ça avec le turban. Le turban devient effectivement un costume islamique, réglementaire, presque. Même si aujourd'hui, il a complètement disparu pour le coup. Mais islamique au sens civilisationnel et non pas au sens sacerdotal. Alors, c'est un petit peu les deux, dans le sens où... A priori, c'est tous les musulmans portent le turban. C'est vraiment une règle générale qui probablement vient de ce besoin de se distinguer au départ, puisqu'ensuite ils ont cherché à l'interdire aux non-musulmans, comme étant devenu un symbole du fait qu'on est un citoyen musulman, effectivement. Dans le sens politique, hein, bien entendu. Il n'y a pas du tout de dimension sacerdotale, ça, il faut le répéter. C'est pour ça que j'ai dit que c'est dans le sens civilisationnel. En revanche, à partir du moment où les musulmans commencent à tomber le turban, si je puis me permettre, je sais pas, au cours du 19e siècle, peut-être, notamment les tanzimat dans l'Empire ottoman, des choses comme ça, le turban reste presque nécessaire uniquement pour ce qui correspondrait pour des chrétiens à des clercs. En gros, le fiqh dans la mosquée ou le hodja au Moyen-Orient, ce qu'on appelle improprement imam. Et ce qu'on appelle les azharis, c'est-à-dire ceux qui fréquentent l'université Al-Azhar, qu'ils fussent à l'époque, mais qu'ils soient maintenant étudiants et a fortiori professeurs, voire doyens et recteurs. Dans l'Empire ottoman, il y a un code, je ne sais pas s'il est postérieur au tanzimat, mais clairement on le voit sur les tombes où on a soit le tarbous, le fez, voilà, soit le fez pour les fonctionnaires civils, et le turban pour les fonctionnaires religieux. Mais on est dans le cadre justement d'un État où il y a une religion d'État, et donc ça n'a rien à voir avec l'islam médiéval. Et c'est avec Mustafa Kemal Atatürk qu'on va passer par la suite au chapeau, ce qui pour certaines familles est devenu presque une sorte d'apostasie, même le fait de porter le chapeau à la place du turban ou à la place du fez ou du talbous ou de la chéchia, comme on l'aurait porté en Tunisie. Mais le fès ou la chéchia sont tous les deux la chéchia, je ne sais pas, mais en tout cas le fès ottoman, précisément, était considéré lui-même comme une apostasie, initialement, puisque c'est vraiment une norme des tanzimat, à ma connaissance. Et que précisément, le musulman est censé porter le turban. Là, je renvoie aux travaux de Maribel Fierro, parce que c'est un sujet qui est central, en fait, dans l'histoire de l'islam, puisque vraiment, il unit tous les musulmans. C'est vraiment un code de représentation des musulmans, qui est jusqu'à présent, qui a été très peu étudié. Mais je donnais cet exemple, moi, par rapport à toutes ces normes, le turban, en fait, fondamentalement, c'est un chèche. C'est quelque chose qui est utile dans le désert. Si vous n'avez pas un chèche, vous êtes mort dans la demi-heure. C'est très simple. Quand vous êtes dans la Médina de Damas, le chèche ne vous sert à rien. Donc, le fait de le garder implique qu'il y a eu une prescription. Nous, on ne s'habillera pas comme les Syriens. Je donne l'exemple des Syriens. Ça peut être les Irakiens ou les Égyptiens, comme vous voulez. Et je pense qu'effectivement, le fait de s'habiller de manière ample et sans la ceinture, à nouveau, je reviens sur ça, la ceinture, c'est la même chose. La ceinture, c'est ce que portaient les gens du monde sassanide, perse ou du monde romain, gréco-romain. Et nous, on ne porte pas la ceinture dans le désert, et donc les musulmans ne porteront pas la ceinture. On va rester sur ce code. Et je pense qu'effectivement, là, il y a une implication dans l'imaginaire des gens, évidemment. Si le khamis est présent dans les hadiths, dans l'histoire des débuts de l'islam, etc., puisque c'était un costume courant, et que en plus de ça, c'est la coutume dans les pays du Golfe, qui ont une influence culturelle sur le monde, évidemment. Donc, le mélange des deux, et l'idée que il faut bien trouver un vêtement qui corresponde à ces critères, en fait, islamiques, non pas sacerdotaux, bien sûr, mais des critères, on va dire, de pudeur islamique, ou qui sont liés aussi à la pratique de la prière, on va prendre la coupe qui est la plus admise. Et c'est là que j'en reviens à la abaya. S'il y a des filles en Europe qui veulent porter la abaya, elles veulent pas porter la djellaba, parce que la djellaba, ça n'a jamais été un costume qui est admis. Si vous êtes dans les milieux un peu bourgeois, un peu éduqués au Maroc, en Algérie, on ne porte pas la djellaba, quoi. Et vous avez parlé de pratique. Là, je reviens au mot pratique un peu dans son aspect presque pragmatique ou utile. Voilà une jeune élève, une lycéenne qui vient avec son voile. Gloser jusqu'à demain matin sur une nécessité, est-ce qu'il est bien défini, est-ce qu'il s'agit bien de couvrir les cheveux ou pas dans les versets coraniques, mais ce n'est pas le sujet maintenant, nous avons eu l'occasion d'en parler. Mais elle vient voilée, elle enlève
le haut, si je puis dire, le couvre-chef. On n'enlève pas le haut selon la publicité des années 80 qu'on avait vu comme ça dans les rues des villes françaises. Elle enlève donc ce couvre-chef, mais elle reste avec sa abaya. Et elle vient. Donc c'est pour ça que pour certains chefs d'établissement, ça reste quand même un vêtement religieux, ou ça s'apparente à un vêtement religieux. Il y a le fait de suivre une certaine mode. Il y a le fait aussi de cacher des rondeurs. Le fait de cacher rien ne justifie tout l'engouement, enfin, il ne m'appartient pas de le dire pour ces demoiselles, mais il y a une complexité de raisons qui poussent ces jeunes demoiselles à porter cette abaya. Quelle est votre analyse sur ce sujet? À vrai dire, moi, je n'ai pas de statistiques sur le nombre de personnes qui portent une abaya. À nouveau, ça me paraît complètement aberrant de vouloir empêcher les gens de porter des costumes folkloriques si ça leur plaît. C'est normal que les adolescents aient envie de porter des choses exotiques. Oui, mais a priori, on ne vient pas en classe en boubou ou en bigoudin. Moi, ça ne me choque pas. Effectivement, j'ai entendu beaucoup dans le débat, puisque depuis 30 ans que ce débat existe, il y a des gens qui disent il faudrait mettre l'uniforme. Et j'en arrive aussi à me dire que peut-être c'est la solution, puisque s'ils veulent absolument réglementer le textile, autant le réglementer complètement, parce que le réglementer par l'interdiction en allant chercher, et c'est ce que je dis dans mon article, ils ont avec le DOSI, ils ont une réserve de 150 lois pour le siècle à venir, donc ça n'a aucun sens. Il y a un moment, il faut arrêter. Soit on laisse les gens s'habiller comme ils veulent, et je ne vois pas, moi, pourquoi on devrait ne pas le faire. Mais s'ils veulent absolument réglementer le textile, qu'ils imposent un uniforme. Alors, ils ne le feraient pas, moi aussi j'utilise le conditionnel, conformément à l'idée que, par exemple, si on voit en nightclub, vous me pardonnez l'anglicisme, il y a cette idée de tenue correcte exigée. Ce qui vaut pour une boîte de nuit vaut a fortiori pour un établissement scolaire. Et donc, ce n'est peut-être pas le lieu de la représentation folklorique. L'indienne ne vient pas en sari et la subsaharienne ne vient pas en boubou. Elle vient un peu parce qu'à Rome, on vit comme à Rome. Oui, on peut défendre ce débat-là. Simplement, c'est pas l'État ne peut pas réglementer ça. Il peut justement, l'école, c'est pas une boîte de nuit, c'est un endroit public où tout le monde est le bienvenu. Oui. Alors, si je reviens à la publicité de McDonald's, venez comme vous êtes. Bon, c'est tout le débat. Alors, le temps, nous nous approchons de la fin de notre émission, cher Simon-Pierre. Puisque vous dites qu'avec le DOSI, maintenant par antonomase, on parle de ce dictionnaire des vêtements arabes, vêtements détaillés, enfin le dictionnaire détaillé, paru en 1845, outre la chemise, le kamis et la abaya, qu'est-ce qu'il avait passé en revue aussi, comme ça, pour que ça nous intéresse de voir. Il parle de la gandoura. Non, justement, la Gandora, non. J'ai vérifié, mais c'est vraiment le seul exemple que j'ai vérifié. Non, je suis pas du tout en mesure de vous donner un topo. Il faut y aller. Mais il faut être un petit peu arabisant pour le maîtriser, le dictionnaire, puisque la plupart des termes arabes sont même pas translittérés, il me semble, à vérifier. Et c'est lui qui parle effectivement de la tunique de Joseph, en parlant, à l'époque, on disait là le Coran. Donc, oui. Je sais pas si directement il a fait attention au fait que c'était dans la sourate de Joseph, mais effectivement il dit bien, c'est le seul vêtement. Si je ne me trompe, puisqu'à l'époque on n'avait pas des moteurs de recherche pour faire des recherches automatiques, donc mais si je ne me trompe, c'est le seul allusion à un vêtement. Et pour nos amis auditeurs, si c'est le passage de la sourate de Joseph, et surtout pour ce qui concerne la femme de Potiphar, ce sont les versets de 25 à 28 de la sourate 12. Oui, effectivement. Alors, ce qui est curieux, c'est que les traducteurs traduisent par tunique et non pas par chemise. J'ai pas fait du tout attention à la traduction qui était utilisée, mais plus souvent c'est tunique. Mais je pense que le terme n'est pas inapproprié de dire tunique. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, je pense que c'est pas du tout le cas, mais je me suis dit, est-ce que ça peut avoir un rapport avec le chlamys ou chlamyde, qui est vraiment la tunique que portent les officiers romains à l'époque, et notamment les empereurs. Le papa de Clovis, sur le médaillon qui a été conservé, il porte une chlamyde. Et en général, on parle de tunique pour l'Antiquité. En fait, c'est un peu une forme de convention de langage. Et je pense que c'est pas mal de conserver l'idée de dire tunique, puisque chemise est le développement de la camicia latine dans les langues romanes médiévales. Et donc, ce que nous appelons une chemise n'est pas nécessairement ce qu'était une chemise
ou une camisia ou un kamis au 6e, 7e siècle. Ce que nous appelons une chemise au 21e siècle, évidemment, est différent, mais ce que Dozy, appelle une chemise, et qui pour lui est plus ou moins identique entre le Moyen-Orient et l'Occident catholique, n'est pas... Donc on peut par convention dire, dans l'Antiquité et l'Antiquité tardive, l'époque du Coran, on dit une tunique, et puis au Moyen-Âge tardif, dans l'époque moderne, on dit une chemise. Ça, c'est une convention de traduction. N'empêche que les Espagnols continuent à dire camisa. Ah oui. Et dans le Ibn Mandour, l'autre linguiste, philologue, tuniso, en tout cas le Ibn Mandour, c'est aussi le littré d'avant la lettre pour les Arabes. Et il y a de l'intérêt pour les vêtements. Oui, bien sûr, il y a de l'intérêt pour tout dans Ibn Mandour. Et alors Ibn Mandour est intéressant parce qu'il est maghrébin et qu'il travaille en Égypte, comme beaucoup de gens de son époque. Et je me suis dit, mais à nouveau, il faudrait vérifier, parce que lui-même discute, je ne suis pas rentré vraiment dans le détail de comprendre de quoi il discutait, c'est de la lexicographie, ça m'intéresse très modérément, mais pourquoi le terme classique, même selon lui, en tant que grammairien, que philologue, normateur, c'est aba'a, et pourquoi est-ce qu'on dit abaya ? Mais le mystère reste jusqu'à aujourd'hui, à vrai dire. Et Ibn Mandour, à mon avis, il est influencé par le fait qu'il a une formation classique. Et puis, il voit bien que dans la rue, en Égypte, on dit abaya, mais c'est assez classique. En Égypte, on ajoute des i un peu partout. Araba devient arabaya. C'est une idée, mais je peux pas du tout. Là, pour le coup, c'est gratuit. Bien. Eh bien, cher Simon-Pierre, merci. Merci de nous avoir, en tout cas, édifié et instruit sur ces deux mots, sur ces deux vêtements, à la fois le kamis et la abaya. Nous avons fait des pérégrinations avec vous, du Moyen-Orient jusqu'à l'Occident musulman, du temps de l'Andalousie, mais surtout au Maghreb. Et je rappelle pour nos amis auditeurs que vous êtes docteur en histoire et spécialiste de l'islam médiéval. Et j'espère que ce dont vous nous avez entretenu contribuera à donner un peu plus d'intelligence à un débat qui s'est enflammé sur ces deux vêtements. Merci infiniment. Chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam et nous avons parlé d'abaya et de kamis. Vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son est assurée aujourd'hui par Stéphane Touvenin et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.